Que va-t-il se passer dans l'année qui vient? Escape the City a demandé au prospectiviste Yannick Roudot à quoi pourrait bien ressembler le monde d'après. Le conférencier se présente comme un décloisonneur intellectuel et un éveilleur de conscience. Ancien journaliste, expert des marchés financiers, il s'est reconverti à l'écologie après la crise des subprimes. Dans ses livres, il tente de dessiner le monde en devenir. Lors de ses conférences, il cherche à sensibiliser les citoyens et les chefs d'entreprise aux enjeux du développement durable. On lui donne la parole. Alors là, le champ est ouvert. Moi, j'ai beaucoup de scénarios qui me viennent en tête. Le premier, c'est qu'effectivement, le Covid, c'est un catalyseur. C'est-à-dire que c'est un catalyseur de transformation. Ça aurait pu être une crise financière, ça aurait pu être une crise sociale, ça aurait pu être un événement climatique ou industriel catastrophique qui nous aurait obligés d'arrêter l'économie mondiale et de se poser des questions sur la réappropriation effectivement de l'espace public, la réappropriation de notre liberté, de nos vies, etc. Là, c'était le Covid. Donc effectivement, cet élément déclencheur, il nous plonge dans un futur qui est complètement improbable, imprévisible, inattendu. Moi, la leçon que je retire de tout ça, c'est qu'on rentre dans une année, au moins une année d'incertitude, voire plusieurs années. Je pense que la décennie 2020-2030 va être celle de l'impermanence, de l'incertitude, de plein de choses imprévues. Et donc l'année qui vient, ouais, elle va secouer fort parce que la crise sanitaire, c'est la première étape, mais on voit très bien que la crise économique, elle n'est pas encore manifestée, mais elle va arriver. Au regard de toutes les projections sur la chute du PIB, les arrêts d'activité, les faillites, les banques centrales et les États mobilisent des sommes incroyables, inimaginables il y a encore 3 mois. De tout ça, ça veut dire quoi? Que peut-être qu'on a une crise financière qui couve. On était déjà dans un niveau de surendettement global très important avant la crise. Donc oui, en préambule, je pense qu'on rentre vraiment dans une année d'incertitude, avec le risque effectivement d'un état policier de plus en plus fort, parce que on avait commencé avec les attentats il y a quelques années, où les libertés individuelles avaient été quand même bien entamées. Et on poursuit aujourd'hui avec ces applications numériques, avec cette société de surveillance. Moi, ce que je crains, c'est que derrière, le cycle de crise dans lequel on entre va générer de plus en plus de crises économiques et sociales. Et le meilleur moyen de maintenir les foules, d'éviter les émeutes et d'éviter des conflits sociaux brutaux et violents comme on a eu à l'hiver 2018 par exemple, avec les Gilets jaunes, c'est la surveillance. Et je crains fort effectivement qu'on aille vers un état de surveillance de plus en plus important. Ouais. Bonjour, bienvenue à l'Odys. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la pandémie, l'état social de la France 2020 et les 3 scénarios qui sont à l'œuvre et qui sont possibles pour notre société française. Face à tout ça, 3 scénarios sont possibles pour la société française. Alors, le premier, c'est celui du despotisme masqué. Ça commence par des contre-pouvoirs qui sont perçus comme perturbateurs, certains le sont, de façon négative, d'autres perturbent positivement, mais en tout cas ils sont perçus par les dirigeants comme étant perturbateurs et comme leur interdisant de prendre les décisions qu'ils souhaitent prendre aussi vite qu'ils souhaitent le faire. Et bien à ce moment-là, le système a tendance à réduire l'accès au processus politique pour l'ensemble des contre-pouvoirs. Et donc ça veut dire qu'on perd en qualité de débat, on perd en qualité de transparence, on perd en légitimité. Les décideurs ont de plus en plus de mal à faire accepter leurs décisions et donc il y a une montée des violences, une montée des mécontentements et tout ça fait qu'on est obligé pour diriger la société d'imposer des mécanismes à caractère sécuritaire. C'est le scénario du despotisme masqué. En fait, cette crise, c'est le résultat, comme on va dire, d'un échec du néolibéralisme, puisque 50 ans de néolibéralisme, on va dire depuis le début des années 70-80 avec Milton Friedman, on a saccagé les services publics un peu partout dans le monde, on a réduit les budgets dans les hôpitaux, et si on a tous été confinés, que l'économie mondiale s'est arrêtée, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de faire face à 50 000 personnes qui arrivaient en réanimation en même temps. Ce qui était possible il y a encore 50, 100, 60 ans. Donc ça prouve bien que c'est pas tant le virus en lui-même qui est dangereux, qui a bloqué l'économie mondiale, c'est notre incapacité à y faire face parce on a désinvesti dans les systèmes de santé. Et donc le risque, c'est effectivement, est-ce qu'on va vers un néolibéralisme encore plus débridé dans les prochaines années? C'est-à-dire que est-ce que les Amazon, les GAFAM, les BATX en Chine en profitent pour aller encore plus loin et obtenir encore plus de liberté d'action? Ou est-ce que les États reprennent la main? On revient à un keynésianisme comme dans les années 30 sous Roosevelt, où l'État intervient, l'État remet des barrières.
On parle beaucoup de la fin de la mondialisation, on parle beaucoup d'États qui vont à nouveau réguler l'économie mondiale. Moi, je suis assez mitigé pour l'instant au vu de ce que de ce que je peux lire et entendre sur les derniers jours et les dernières semaines. Françaises, Français, beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Agissons avec force, mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire que quand on voit que dans l'automobile, pour parler de la France, le plan de relance, certes, il profite aux véhicules propres, aux véhicules électriques, on demande aux constructeurs de faire un gros effort, mais on n'a pas interdit tous les véhicules polluants, on n'a pas fixé d'objectif de fin de moteur à explosion rapide, on n'a pas interdit les SUV en centre-ville, qui sont une catastrophe écologique. Bref, on sent qu'il y a quand même un lobbying encore très puissant, très fort, et des États très, on va dire, bienveillants à l'égard des géants économiques, bienveillants à l'égard des multinationales et très grandes entreprises, par peur qu'il y ait des licenciements massifs, donc le politique se retrouve coincé. Si Renault fait faillite, c'est une catastrophe sociale, c'est une catastrophe politique. Et d'un autre côté, incapacité à vraiment montrer les muscles face à des industriels. On se retrouve un peu au lendemain de la crise de 2008 avec Sarkozy qui dit qu'il allait mettre la finance à genoux, ou c'était François Hollande derrière qui disait également qu'il allait casser la finance, interdire la spéculation internationale. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom. Pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment ça a merdé ? Tout ça, c'était des jeux de biceps, mais finalement, face au lobbying de la finance et face à la puissance financière internationale, ils ne pouvaient rien faire. Et là, je crains qu'on soit dans quelque chose d'assez mou, en fait. L'État a l'occasion, les États, au niveau mondial, ont l'occasion de reprendre la main et à nouveau de mener des politiques de relance qui accompagneraient la transition écologique, l'équilibre social, une meilleure équité, une meilleure redistribution des richesses. Ils pourraient le faire par l'usage de l'outil législatif et la contrainte. Est-ce qu'ils vont le faire ? Je suis assez sceptique. J'ai pas l'impression qu'on est parti vraiment dans cette voie-là. Je pense qu'on est dans quelque chose d'assez gris, assez mou, où on fait semblant d'agir pour la transition écologique, on agit pour éviter qu'il y ait une grande pauvreté, mais combien de temps les États vont pouvoir verser des aides aux gens les plus démunis ? Il faudrait passer au revenu universel si vraiment on veut aider les gens les plus démunis. Et ça, on sent bien que les États ne sont pas prêts à passer au revenu universel. C'est quand même fou de penser que la Terre est à la base suffisamment abondante pour tous, mais qu'une petite poignée de personnes se sont appropriés ses fruits et que la grande majorité doit trimer toute sa vie pour obtenir de quoi survivre. Le revenu de base, en voici une bonne idée quand même. Mais les gens, ils comprennent pas ça. C'est pourtant pas compliqué. Alors d'abord, pour parler du chômage, moi je suis sur une lapalissade sur le chômage. Pour supprimer le chômage, il faut supprimer le travail en fait. Donc la première chose à faire, c'est pour ça que je suis promoteur d'un revenu universel et d'une baisse du temps de travail. Je sais que ça va à l'encontre du productivisme ambiant, mais parce que la seule façon de sortir les gens de la précarité, la seule façon de réduire l'écart de richesse qui s'est créé ces 40 dernières années entre les plus pauvres dans le monde et les plus riches, c'est de redistribuer ces richesses de manière équitable. Je ne parle pas de manière égalitaire, je parle de manière équitable, bien sûr. Et l'équité, c'est donner le plus de travail possible au plus grand nombre. Donc, l'on travaille moins en quantité, parce que ça n'aura plus de sens, de toute façon, en termes écologiques et en termes économiques dans quelques années, de travailler autant, parce que plus on produit, plus on pollue, plus on détruit. Donc, il va bien falloir changer de comportement. Et pour ça, il faut donc, si on travaille moins, passer au revenu universel. C'est inévitable, parce que si j'ai que 6 heures d'activité rémunérée par jour ou 5 heures d'activité rémunérée, que le reste de la journée, je contribue gratuitement ou bénévolement à une association, à une collectivité, à mon quartier, à des loisirs, à un tas de choses, c'est-à-dire que l'être humain reprendrait la main sur sa vie
et ne serait plus uniquement défini par ce qu'il produit, mais par ce à quoi il contribue. C'est sa contribution qui ferait son humanité. Et ça passe donc par des revenus qu'il faut redistribuer, donc un revenu universel. Un revenu universel qui aurait l'odeur du revenu universel, mais qui n'en serait pas un, celui que l'on décrit comme on fait un package de toutes les aides et puis on change rien et on crée un RSA pour tout le monde, mais finalement c'est ce dont on a déjà droit. Pour moi, ça va pas assez loin. Je crois que vraiment, le vrai courage politique aujourd'hui, ce serait de dire, écoutez, pour que l'économie reparte, il faut lutter contre la précarité, ne pas laisser la précarité s'installer, donc donner peut-être 650 € ou 800 € à tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son statut. Alors, quel que soit son âge, c'est peut-être à partir de la majorité, à partir de 18 ans. Ça permettrait de lutter contre la précarité dans les universités, dans le monde étudiant. Ça permettrait d'avoir une paix sociale beaucoup plus importante, parce que si tout le monde a un revenu de 800 €, ça va pas loin, hein, c'est moins que le SMIC, mais ça permet de compléter un SMIC, par exemple, et d'arriver à un peu plus de 2000 € net. Ça permet de choisir sa carrière, de choisir sa vie, de puis être contraint, en fait, de faire des métiers qui nous déplaisent, parce que parfois, on n'a pas le choix. Donc moi, je serais pour quelque chose de beaucoup plus ambitieux. C'est oui, on peut simplifier les différentes aides et sortir de cette usine à gaz qu'on a créée un peu partout en Europe, et en France, on est assez bon pour ça. Mais en même temps, il faut avoir une vision beaucoup plus ambitieuse et passer à une autre économie, donc une économie où on redéfinit les priorités de qu'est-ce que le vivre ensemble, qu'est-ce que l'économie au sens oikonomia, la gestion de la maison en grec, et ça passe par c'est quoi la vie d'un être humain dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il ne faut pas rêver, quoi. Le mythe de la croissance infinie dans une économie néolibérale, ça ne peut pas continuer, ça ne marchera pas. On voit déjà les premières tensions aujourd'hui sur les prix du brut. Dès que le prix de vente chute, on ne peut plus aller extraire du pétrole à 3000 mètres de profondeur parce qu'économiquement, ça n'a plus de sens. Et on sait que le pétrole facile d'accès, c'est terminé à part le gaz de schiste et les schistes bitumineux. Donc, c'est vraiment repenser dans l'ensemble l'économie, mais pour ça, il faut un courage politique incroyable. Et en Europe, aujourd'hui, aux États-Unis, je ne le vois pas, quoi. Dans le monde, je vois très peu de grands pays, on va dire, qui ont une puissance de frappe économique importante et politique, avoir le courage de couper le cordon avec une vision néolibérale, se mettre à dos certains dirigeants de grandes entreprises, certains lobbies, et se dire ça sera comme ça sera pas autrement, et on y va. Et c'est le frein en France, on voit bien, c'est que Renault, on ne veut pas les fâcher, quoi. Alors on va les soutenir, bien sûr, il faut les soutenir, parce qu'il y a tellement d'emplois en jeu, il y aurait tellement de misère qu'on ne peut pas les laisser tomber. Mais on pourrait être beaucoup plus contraignant sur les objectifs et les conditionnements de l'aide financière. Comme on peut l'être aussi avec Air France, comme on peut l'être avec toutes les entreprises qui sont soutenues. On peut être très contraignant. Mais pour ça, il faut être prêt à se fâcher avec ses amis. Et est-ce que nos hommes et nos femmes politiques sont prêts à se fâcher aujourd'hui ? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Je pense qu'il faut qu'on passe par des chocs économiques, financiers, sociaux, enfin toujours pareil, hein, tous ces chocs qu'on a commencé à vivre ces dernières années, qui vont nous obliger à vraiment refonder totalement le modèle économique et politique. Et à partir de là, ça deviendra naturel. Et effectivement, à l'issue de ces chocs, qui pour moi vont durer 10 ans, je pense que la décennie 2020-2030, on rentre dedans, on va se prendre choc sur choc, mais c'est pas des mauvaises nouvelles, un choc sur choc, on pourra en reparler derrière, ça peut être très positif. Et peut-être que dans la décennie 2030-2040, on va commencer à refonder une société humaine où effectivement, et ça moi c'est ce que j'avais écrit dans Zéro Pollution il y a quelques années, en 2050, la vie ordinaire d'un être humain, c'est de se lever le matin, d'aller travailler pour une activité rémunérée, intellectuelle ou manuelle, hein, quelle qu'elle soit, de 8h à 13h on va dire, pendant 5 heures, c'est son salaire, et puis l'après-midi, il a d'autres activités, mais des activités contributives, c'est-à-dire qu'elle contribue au monde. Soit elle contribue au monde parce que c'est un apport social, c'est une entraide à des gens qui ont besoin d'aide sociale, soit parce que c'est un apport agricole, réparation du vivant, préservation de la terre, reforestation, etc. Et l'activité agricole, je pense effectivement qu'elle sera centrale dans la vie d'un être humain dans 15 à 20 ans, parce qu'à mesure qu'on va vivre des chocs forts, on va se rendre compte de notre non-résilience alimentaire, de notre dépendance totale à des flux logistiques qui sont extrêmement fragiles, on l'a vu avec la crise du Covid, et comme vous l'avez dit, si le flux logistique avait lâché, là c'était vraiment l'effondrement. Si on n'avait plus rien à manger, en 3 jours, les villes comme Paris n'ont plus rien à manger, c'est l'effondrement, c'est les émeutes, c'est la panique. Donc il va falloir redevenir tous agriculteurs, et redevenir agriculteur, c'est à la fois un exode rural, un exode urbain, on va quitter les villes pour aller de plus en plus à la campagne, ça a déjà commencé, ça devrait s'accélérer, et en même temps, c'est le et, remettre beaucoup plus de végétation et d'agriculture dans les villes pour des raisons climatiques, parce que la végétation baisse de 2 degrés la température globale, donc avec les températures qu'on va avoir dans les 30 prochaines années, c'est bon de rafraîchir les villes, pour des questions de qualité de vie, parce que quelqu'un qui vit dans la verdure
développe moins de maladies nerveuses, de maladies dangereuses à long terme que quelqu'un qui vit dans une barre d'immeuble face à un immeuble. Et puis pour des raisons alimentaires, d'autonomie, qui seront pas... On peut pas nourrir la population parisienne en végétalisant les toits et les parcs. Ça suffira pas en termes d'espace. Par contre, on peut peut-être éviter une pénurie alimentaire pendant une semaine, pendant quelques jours. Et en plus, ces zones de verdure et d'agriculture urbaine permettront à des abeilles et des insectes de trouver des formes d'oasis, parce qu'elles sont plus en sécurité en ville maintenant qu'à la campagne, si je caricature un petit peu. Pensez-vous que le Covid puisse être un choc positif, et que les écologistes puissent mettre en œuvre une stratégie du choc, pour reprendre le concept forgé par Naomi Klein, une stratégie du choc qui accélère la transition écologique? Exactement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que Naomi Klein, dans la stratégie du choc, expose très bien le fait que, et c'est ce qu'on a vécu en 2008, un choc économique grave, et on prend des mesures qui étaient inimaginables 3 semaines avant, qui vont devenir normales et acceptées par tout le monde. Par exemple, on l'a vu avec les attentats ces dernières années, on a pris des mesures sur la privation de liberté des individus, et ça passe comme une lettre à la poste. Avec le Covid, on va développer une surveillance des individus, ça passe tout seul à l'Assemblée nationale, stratégie du choc. Mais le choc, c'est aussi, pour les gens qui veulent construire autre chose, c'est aussi l'occasion de faire passer aussi des choses et de prendre des mesures qui étaient inimaginables auparavant. C'est-à-dire qu'on le voit sur le télétravail, par exemple. Moi, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises, et ça fait des années que je leur dis qu'il faut faire un mix entre la présence physique, peut-être 2 jours par semaine de présentiel, et puis laisser 2-3 jours où les gens s'organisent soit dans des tiers-lieux, soit en télétravail. Donc un monde du travail très protéiforme, où je suis physiquement dans l'entreprise, parfois je suis dans un tiers-lieu, dans une ferme à 100 km de Paris, où je suis avec d'autres individus, et nous travaillons chacun pour une entreprise différente, mais ensemble, ou je suis chez moi. Donc c'est vraiment le travail à temps choisi, mais extrêmement productif. Et ces gens-là, ils vous répondaient il y a encore 2 mois, non mais n'importe quoi, dans télétravail, il y a télé, ça ne marchera jamais. Moi, il faut que j'aide tout le monde chez moi, de 8h à 12h, de 13h à 17h, etc. Ils n'étaient pas pro du tout lâcher prise et confiance, en fait, sur ces outils numériques. Alors que la révolution numérique ne nous laisse pas le choix. C'est une évidence aujourd'hui que ça n'a plus de sens d'être sur le périphérique le matin entre 7 et 8 quand on est dans une activité de service. Je parle bien des gens qui sont en service derrière un ordinateur. Et cette crise, elle oblige les entreprises à accepter cette délégation, cette confiance au télétravail parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et c'est là où on voit qu'un choc peut aussi avoir des effets positifs parce que ça fait avancer la cause. Et même si certains vont vouloir reprendre la main, revenir à l'avant très rapidement, ça a laissé des traces. Et il y a beaucoup d'entreprises, alors Facebook va très loin, Facebook, ils vont généraliser le télétravail à 100% pour énormément de salariés dans les prochaines années. Ce qui n'est pas une bonne solution non plus, parce que travailler tout le temps à la maison, c'est humainement, socialement, c'est difficile. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu ça comme aspect dans la crise récente, c'est on se rend compte qu'on peut travailler de n'importe où autrement, et ça fonctionne. On se rend compte que finalement, vivre plus proche de la nature, avoir le temps de contempler, d'écouter, de ralentir, ça fait du bien. Et une fois encore, des gens vont se faire rattraper par le court-termisme rapidement, mais d'autres auront compris ça, et d'autres vont aller vivre ailleurs, vont quitter leur travail, etc. Donc là, je voyais que par exemple des magasins comme le réseau Biocoop en France ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 30% sur le mois d'avril, je crois. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un engouement pour les petits producteurs, qu'il y a eu un engouement pour le bio, pour le magasin de proximité. Et là aussi, cet engouement, il va peut-être pas s'accélérer dans les prochains mois, mais en tout cas, on a franchi un pas de plus. Et la redécouverte d'une alimentation locale de qualité avec un producteur payé au juste prix, on sentait que ça frémissait depuis plusieurs années dans notre monde occidental. Ça s'est accéléré par cette crise et ça peut encore s'accélérer dans les prochaines années parce que certains vont garder cette habitude. Donc pour moi, tout choc est positif et négatif. Négatif en termes social parce qu'aujourd'hui ça crée beaucoup de misère, beaucoup de chômage. Et là, il faut y remédier rapidement. Positif parce que ça nous oblige à nous questionner, à changer de trajectoire. La trajectoire sur laquelle on est, c'est la trajectoire de l'effondrement généralisé, par l'effondrement climatique, l'effondrement de la biodiversité, et donc derrière conséquences, effondrement social, politique, enfin je ne vous refais pas toute l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Il nous faut des chocs pour changer de trajectoire. Et là, cette année, on commence à bifurquer un petit peu. Il y en aura d'autres, ils vont nous obliger à bifurquer. Donc c'est positif, je mets des guillemets, parce que quand on est dans une détresse sociale et dans la misère, on ne peut pas voir ça positivement. Mais pour tous les gens qui sont dans un confort matériel, et il y en a encore beaucoup en Europe, c'est quand même assez positif de vivre des situations comme celle-là parce que ça nous oblige à changer notre point de vue et à changer nos pratiques. Pour vous, à quoi ressemblera l'effondrement? Oui, en fait, on en revient toujours à comment on apprend l'effondrement et comment on apprend le temps. Parce que
Moi, autant ça fait depuis 2013, je parle d'effondrement, de fin de civilisation, j'en suis convaincu, autant je pense que c'est pas forcément brutal. C'est-à-dire que, là on l'a vu avec le Covid, on est dans une transformation rapide et lente à la fois. 10 ans à l'échelle de l'histoire, c'est rien. Mais pour moi, ces 10 ans, ils sont essentiels parce que si on n'a pas changé rapidement, c'est-à-dire en 2030, climatiquement, on va être dans les choux, ça va être très compliqué de faire face à tout ce qui nous arrivera sur la tête. Donc en 10 ans, on peut avoir des grandes surfaces qui sont pourvoyeurs d'emplois, qui subviennent à tous les besoins dans certaines régions parce qu'ils cumulent tout, effectivement, le bricolage, la lecture, l'alimentaire, la banque, etc. On peut très bien avoir une transformation lente et rapide de ce modèle-là, c'est-à-dire que sous la contrainte des consommateurs, et ça a déjà commencé, hein, parce que pour avoir côtoyé pas mal de dirigeants de grandes surfaces, ça fait quelques années qu'ils se posent des vraies questions sur l'avenir de l'hypermarché en France. Hein. Et donc ces hyper, sous la contrainte, s'ils sentent que le consommateur ne vient plus chez eux, ils changent, parce que c'est des entrepreneurs. Là, ça va être très Schumpeter, c'est la destruction créatrice. Ils vont changer, ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter, peut-être que demain, l'hypermarché, c'est une halle. Une halle où les producteurs locaux viennent vendre leurs produits, la halle des marchés qu'on avait avant dans les villes, et puis eux, ils prendront 2 ou 3% ou 5% ou 10%, je ne sais pas, de toutes les ventes réalisées dans la journée. C'est peut-être juste ça l'avenir. Par contre, là où il y a effondrement, c'est si le lundi matin, on se décide tous, enfin 10 ou 20% des consommateurs, de boycotter ces magasins et que pendant des mois, on n'y va plus, là, le choc, il est brutal. C'est là où il y a une chute, un arrêt, et on a des conséquences sociales qui sont dramatiques, parce qu'effectivement, il y a des pertes d'emplois. Par contre, si le boycott de ces grandes surfaces se fait dans la durée, c'est-à-dire que, et ça a déjà commencé, plein de gens ne vont plus dans ces hypermarchés, et ça s'accélère, les dirigeants de ces hyper, ils sont pas idiots, ils voient le vent tourner, et très vite, ils se posent la question de savoir comment ils vont faire ce qu'ils ont fait avec le drive. Donc la question, c'est plus, qu'est-ce qu'on leur demande de faire pour qu'ils disparaissent doucement ou qu'ils survivent, mais en étant économiquement et climatiquement compatibles. Parce que moi, qu'il y ait des hyper, ça ne me dérange pas, dans l'absolu, si ces gens-là ne mettent que des produits durables, soutenables en magasin, locaux, si ces gens-là redistribuent correctement les richesses, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut sortir aussi de la vision du le petit c'est magnifique et le gros c'est affreux. C'est pas si simple que ça en économie. Je pense que si demain Renault faisait des voitures totalement propres, issues d'une carburation hydrogène à base d'énergie éolienne pour faire l'hydrogène à base ou d'énergie à base de réactions bactériologiques, etc. Renault peut survivre. Par contre, si Renault continue à faire des SUV, s'il continue à faire des moteurs à explosion et qui ne remettent pas en cause totalement le modèle et l'utilité, non, il ne faut pas qu'ils survivent. Et là, la question, c'est la même pour les hypermarchés. C'est quoi demain l'alimentation ? Je pense qu'on va avoir beaucoup de production locale, d'autonomie alimentaire. Il y aura peut-être encore quelques hyper, peut-être pas, je ne sais pas. Aux États-Unis, là, ils ont pris une grosse claque. Hein. C'est Amazon qui récupère la mise et les grandes chaînes d'hyper sont en train de souffrir, voire de fermer. Donc tout ça, les cartes vont être redistribuées. S'ils ne veulent pas changer de modèle, je pense qu'ils sont foutus. Ils disparaîtront, quoi qu'il se passe. S'ils changent de modèle, c'est pour aller vers quoi ? Mais une fois encore, on ne peut pas avoir de transformation de l'économie sans accepter, malheureusement, qu'il y ait une casse quelque part, qu'il y ait des emplois supprimés à court terme, d'où la nécessité de remettre ça dans la complexité, c'est-à-dire que si je réduis les emplois dans l'automobile ou dans les hypermarchés, dans la grande distribution, qu'est-ce que je propose en face ? Moi non plus. Tout à fait. En fait, moi, je passe mon temps soit en conférence, soit on va dire journée de formation atelier, c'est-à-dire c'est des séances de 7-8 heures dans des associations comme APM, GERM, avec des managers ou des dirigeants, à parler du monde en devenir, donc de l'effondrement de notre civilisation, et puis de l'émergence d'une autre civilisation frugale, où on serait beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus agriculteur, beaucoup plus dans le slow, le do-it-yourself, etc. Et ces dernières années, j'en ai rencontré beaucoup, qui ont complètement changé de modèle, et notamment, ça va peut-être vous étonner, mais dans la grande distribution, je connais un ou deux dirigeants, au moins un qui me vient en tête dans le nord de la France, à Lille, et il a un Leclerc, et c'est quelqu'un, alors il continue à faire de la distribution alimentaire classique, on va dire, hein, ça reste un hypermarché, mais il a complètement repensé l'approvisionnement, la gestion des déchets, l'énergie, pour essayer de tendre vers l'hypermarché le plus soutenable possible. Alors je mets des guillemets, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont écouter, qui vont dire « Non, mais un hypermarché ne peut pas être soutenable ». Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a vraiment qui font des gros efforts. Alors, ce n'est pas la majorité, bien sûr, mais il y a vraiment une minorité qui pousse parce qu'ils ont compris que c'était une contrainte pour eux, ils n'avaient pas le choix, et quelque part aussi, moralement, éthiquement, souvent c'est des jeunes dirigeants d'une quarantaine d'années,
ils n'imaginent pas ne rien faire, d'avoir les bras croisés, d'être d'un cynisme épouvantable face à l'effondrement climatique. Ils n'imaginent pas que ce soit possible, ne serait-ce que pour regarder leurs enfants. Donc ils bougent. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Après, une fois encore, c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si on n'a que des hyper qui vont vers une approche extrêmement poussée, soutenable, comme cette personne à qui je pense, et tant mieux, c'est très bien. Ceux, par contre, qui ne veulent pas bouger du tout, il faut qu'ils disparaissent. C'est qu'on fait l'apologie d'une petite agriculture, d'un petit producteur local qui fait s'échouer ses carottes. Et moi, je suis le premier à les soutenir. Hein. Je m'alimente que comme ça, quasiment. Et en même temps, on dit qu'il faut tout s'arrête de l'autre côté. Ça ne peut pas être aussi binaire. Ça prend 10 ans, 15 ans peut-être. Ou alors, quand tout s'arrête, et là, on est dans l'effondrement, c'est que le choc est tel que ça doit s'arrêter parce qu'on n'a plus le choix. Est-ce qu'il faut avoir peur? Et est-ce que ça va mal se terminer? Et donc moi je fais partie alors j'aime pas le mot collapsologue parce que voilà, je trouve ça assez réducteur, mais des gens qui croient à l'effondrement de civilisation mais avec sérénité, et je suis sûr que ça va déboucher sur quelque chose de formidable. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on découvre, il y a plusieurs phases en fait. Quand on découvre cet effondrement, c'est la peur, on est tétanisé, c'est l'effroi. Il y a beaucoup de gens qui découvrent ça avec effroi, qui disent oh là, c'est la cata. Il faut aller vers le survivalisme, s'équiper, on va tous s'entretuer pour les dernières gouttes d'eau et les derniers carrés d'air productifs. Ça, c'est peut-être que ça arrivera. Mais au fond de moi, j'y crois pas vraiment parce que l'être humain est aussi collaboratif qu'individualiste et on a eu beaucoup d'élan d'humanité ces dernières semaines, par exemple. Donc il y a des voies de sortie. Et après, alors c'est vraiment mon sujet du jour, je mise sur l'imprévisibilité, sur des événements inattendus qui vont faire bifurquer la trajectoire. C'est-à-dire que même au niveau climatique, on est très mal parti. Mais on a vu avec le Covid qu'on pouvait baisser de 19% les émissions de gaz à effet de serre en quelques semaines, 9% sur l'année. Il peut se passer des choses dans les 10 ans qui vont nous éviter, non pas la fin de notre civilisation thermo-industrielle, mais qui vont nous éviter l'effondrement dans sa vision la plus cruelle et la plus violente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que c'est fini. Hein. Voilà, notre mode de vie, il est fini, il faut le changer, il faut tout réinventer, c'est déjà en train de se faire. Mais on ne va pas forcément vers la violence, le chacun pour soi, le Mad Max, la dystopie. On va peut-être, ça c'est ma conviction profonde, et c'est peut-être une forme de déni, parce que je suis le premier à être dans une forme de déni par rapport à ce qui arrive. La forme de déni, c'est de croire en un futur soutenable, souhaitable, une humanité qui se ressaisit, parce que la majorité de gens bienveillants, humains, qui ont envie de faire les choses ensemble, de partager, de créer des communautés, de repenser leur mode de déplacement, etc., se mobilisent, et c'est en train de se faire, à mon avis. Est-ce que ça va réussir? J'en sais strictement rien. Peut-être que 2040, c'est Mad Max, peut-être que 2040, c'est un monde lent, où on a le temps de contempler, où on se contente de frugalité, où on consomme moins, on consomme mieux, où on répare la planète. La nature a du ressort aussi, elle peut nous surprendre. Il peut se passer plein de choses. Donc voilà, moi je suis conscient qu'on a tous ce biais cognitif de vouloir trouver des raisons d'avoir raison. mais je suis ni pessimiste ni optimiste. Je pense être lucide sur la situation et sur la nature humaine. J'en attends pas plus qu'il faut, parce que l'être humain peut être merveilleux, mais peut être aussi cruel et très con, faut le dire. Homo sapiens, c'est loin d'être sage. Et à côté de ça, je crois que j'ai arrêté d'avoir peur. Parce que ça sert à rien. Adviendra ce qu'adviendra. Faisons ce que l'on peut faire. Mettons toute notre énergie au quotidien dans un projet. Le projet d'une vie, chacun mène sa vie et essaie de le faire le mieux possible et menons-le vers une économie soutenable et un monde post-effondrement le plus joyeux possible. Mais arrêtons d'avoir peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Personne n'aurait imaginé il y a 3 mois qu'on vit la situation actuelle. Alors ce qui est important sur l'apocalypse, parce que c'est un sujet que j'ai traité là dans ce livre, c'est que l'apocalypse, en fait, c'est l'occasion de la renaissance derrière. Hein. C'est-à-dire que l'apocalypse, c'est pas les bêtes monstrueuses qui sortent de terre, qui viennent dévorer les humains comme on le pensait au Moyen-Âge. L'apocalypse, au sens étymologique, j'ai regardé pas mal de livres sur le sujet, notamment des livres de psychanalystes comme Carl Gustav Jung. L'apocalypse, c'est la transformation, on va dire, la métamorphose de l'être humain qui se découvre à lui-même, et c'est une révélation, l'apocalypse. C'est la révélation de quelque chose d'autre. Et moi, je ne suis pas du tout croyant, je ne suis pas du tout dans la divinité, dans le religieux. Par contre, je suis convaincu que l'humanité peut se révéler à l'aune de ces chocs qu'on appelle effondrements, qui vont se succéder dans les 10 prochaines années. Et on peut avoir une humanité qui monte en conscience et qui grandit en humanité sur 20 ou 30 ans. Et ça, c'est source d'enthousiasme et de joie. Et en même temps, la lucidité, c'est que le quotidien n'est pas toujours drôle pour tout le monde. L'être humain peut être très décevant. Mais une fois encore, c'est le « et ». On ne peut pas être naïf en se disant les êtres humains sont tous gentils, l'humanité va s'en sortir quoi qu'il se passe. Non, c'est pas vrai. On peut sortir du jeu, hein. On peut se faire sortir de la planète Terre dans les 100 ans qui viennent, c'est tout à fait possible. Et en même temps, le côté optimisme béat, non mais l'homme est gentil, etc., ou l'homme est mauvais, l'homme est un loup pour l'homme, les deux sont faux.
La nature, elle est ni bonne ni mauvaise. Le bien et le mal, c'est des notions humaines inventées par l'humain. Les animaux ne sont ni bons ni mauvais, ils ne sont pas gentils ou méchants. Un animal, quand il a faim, il va vous sauter dessus, il va vous griffer, il va vous attaquer. Quand il a le ventre repu, il va être hyper câlin. Et lui, il est là juste, il vit. Il n'est pas dans cette opposition binaire permanente de se poser des questions sur est-ce que je suis gentil, est-ce que je ne suis pas gentil. Tous les groupes d'animaux, et on le voit chez les mammifères, font preuve de solidarité et peuvent faire preuve de cruauté. Il faut accepter cet état de paradoxe. Pour moi, vraiment, la clé de la complexité, c'est comprendre que c'est la réconciliation des contraires et que c'est l'union dans la désunion. Il n'y a pas de binarité. Et ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui dans le monde, c'est la binarité. On oppose l'économie à l'écologie, on oppose tel revenu universel à ceci, cela. Non, il faut avoir une approche beaucoup plus complexe. Et le jour où on aura des hommes et des femmes politiques qui auront une approche complexe, et je pense que ça arrivera au fil des années, là, on aura peut-être des vraies solutions. Le dormeur doit se réveiller. Voilà, retrouvez tous les liens vers le site de Yannick Roudot, vers les éditions de La Mer Salée, où il a publié plusieurs livres, ainsi que vers les différentes musiques qui ont accompagné ce podcast sur notre site escapethecity.life. Et bonne journée!